On est avec Pierre-Luc Ouellette, Cédric Robert Bernard et Pierre-Marc Lavoie et on parle des e-sports ou des sports électroniques. Yo les jeunes et peut-être les moins jeunes aussi. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fort intéressant, le gaming, mais version ultime. Là, on est dans le e-sports, le sport électronique. On est avec des invités qui ont une relation avec les sports électroniques. Tu as commencé à t'intéresser au sport électronique quand et comment et pourquoi? En fait, moi, je suis un passionné de jeux vidéo depuis ma plus jeune enfance et j'œuvre pas dans le sport électronique, mais j'œuvre comme chroniqueur, journaliste dans des médias de jeux vidéo. J'ai également été recherchiste sur une émission de jeux vidéo. Donc, je baigne dans le milieu, mais je suis pas un athlète de sport électronique. Ah, mais tu es quand même un athlète du dimanche. Oui. De ton côté? Ben moi, je dirais que ça a commencé aussi loin que ça pourrait paraître par le fait que j'ai joué au football et que je voyais un avantage de compétitionner puis de représenter non seulement l'école, mais juste d'être avec une gang et tout. Ça m'a aidé, dans le fond, à perdurer au niveau de l'école. Puis, ben il y avait comme un trou avec tous ceux avec qui je me tenais, qui n'étaient pas nécessairement des gens qui voulaient faire du sport conventionnel, mais qui avaient le goût de compétitionner. Fait que, avec le temps, il y a très, très longtemps, au Cégep, on a décidé de démarrer un programme de sport électronique qui était comme nouveau au Canada. C'est le premier établissement francophone à l'avoir fait. Fait que je dirais que, même si on me voit aujourd'hui comme un coach, je dirais que plus que j'étais quelqu'un qui a starté un projet. Puis c'était en quelle année à peu près ça? 2017. En 2017, OK. Parce que, évidemment, c'est une année scolaire, 2017-2018. Ouais. OK. Intéressant. De ton côté? Moi, je commençais très jeune parce que mon frère il joue aux jeux vidéo. Comme pas mal de ma génération, il y a beaucoup, on a commencé à cause de nos frères ou peut-être nos parents qui jouaient, ça m'étonnerait, mais il y en a plusieurs, c'est ça. Puis c'est un peu comme Pierre-Marc, moi, c'est l'aspect compétition que j'aimais. J'ai toujours joué à des jeux compétitifs et c'est ça qui m'a fait que j'ai continué à jouer jusqu'à maintenant. OK. Là, je veux savoir, quel âge as-tu? Moi, j'ai 20 ans. 20 ans. Puis ça fait combien de temps que tu joues? J'ai commencé très jeune, vers 5 ans, fait qu'on peut être une quinzaine d'années. Wow, OK. Ben, j'ai des petits jeux comme mettons, Mario sur Wii, puis après j'ai évolué sur d'autres jeux. Là. Hey, on respecte Mario, oui. On adore Mario. C'est bon. Fait que toi, ça a pris une propension... c'est pas pareil. Là, on veut juste qu'on rappelle où est-ce qu'on est. Là, on n'est pas dans le gaming classique. Là. On parle de performance, on parle de haute performance. Comment est-ce que t'en es venu à dire « Hey, ça m'intéresserait de pousser plus loin, cette histoire-là? » Au début, je jouais à des jeux comme Call of Duty. Call of Duty, OK. Et où que juste mon but, c'était de faire le meilleur score à la fin de la game, d'être le meilleur de la partie. Et, au bout d'un moment, je me suis rendu au cégep. Et j'ai vu que je cherchais les cégeps, puis j'ai vu qu'au cégep de Matane, il y avait une équipe e-sport, Overwatch, qui est un jeu que je jouais beaucoup à ce moment-là, puis j'étais comme... Ça réunit tout ce que j'aime de la compétition, parce que j'ai joué au baseball quand j'étais plus jeune. J'ai pas un très haut niveau, mais quand même un niveau que je voulais compétitionner. Puis là, j'ai vu que je pouvais atteindre de la compétition dans le sport électronique, ouais. Et j'ai voulu rejoindre ça. Il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui, évidemment, là, qui ont des préjugés, là, qui ont l'impression que tout ça, c'est peut-être pas sérieux. Quand les gens arrivent, ils disent ouais, mais non, mais c'est pas un sport, c'est pas sérieux. Là. Comment tu réponds à ça? Pour être franc, en bon québécois, je m'en fâche pas dans le mot sport. Ah, OK. Si les gens n'aiment pas le mot sport, ça me dérange pas. Vous pouvez dire discipline compétitive. De toute façon, moi, j'ai devant moi des gens qui veulent jouer à un jeu de manière compétitive. Moi, personnellement, j'ai une tendance un peu plus pour les jeux d'équipe, même si ça se fait aussi de manière individuelle. Fait que, pour moi, là, ça représente exactement la même chose que quand je joue au football. Il y a des tensions, il y a des choses au niveau de l'équipe. Il faut penser aussi de quel genre de stratégie qu'on veut mettre en place, puis aussi, durant le match, qu'est-ce qu'on fait pour changer puis s'habituer. Fait que le mot sport, moi, personnellement, m'a jamais été un problème, ça m'a jamais non plus arrêté de continuer sur le projet. Mais ce qui est certain, c'est que si on y va... Minimalement, ce que j'entends souvent avec les gens qui sont de mon côté, on va dire ça comme ça, c'est que la flèchette et les fléchettes, et les tirs,
Ben, le tir à la carabine et les fléchettes, on les voit aussi aux Jeux olympiques. Et je pense pas que c'est nécessairement plus demandant, par exemple, que le e-sport qui... Physiquement, mettons. Physiquement, effectivement, parce qu'au niveau neurologique, il faudrait mettre un casque, mais faut le savoir, mais je veux dire, je pense pas que c'est plus demandant au niveau physique comme le sport conventionnel. Puis même, je dirais que ça l'est parce que, vous le savez sans doute, mais les carrières des joueurs professionnels de e-sport se terminent quand même assez jeunes parce que le pic, le sommet où on a des réflexes rapides et tout ça, ou des micro-réflexes, en fait, c'est des millisecondes, ça vient très, très jeune. Donc, il n'y a pas d'athlètes, ou presque pas d'athlètes qui sont dans trentaine parce que le pic physique est très jeune. Fait que pour moi, ça montre aussi qu'à quelque part, c'est des gens qui sont de haut niveau, qui ont des capacités physiques de haut niveau. Et c'est pas vrai que tout le monde peut faire ça, puis que c'est une affaire c'est un passe-temps facile. Là. J'adore la façon que... Je pense que c'est la meilleure réponse, effectivement. On comparerait, mettons, avec les échecs. On a un très grand respect pour les joueurs d'échecs. Pourquoi on n'en aurait pas plus pour du gaming électronique qui comporte énormément de stratégies, de pression, etc., etc. Mais de dire, ben, sport, pas sport, on s'en fout, c'est pas grave. Il y a une compétition. C'est ça un peu l'idée. Au niveau mondial, je sais qu'il y a des endroits dans le monde où c'est très, très, très important, mais ça a commencé en quelle année, ces histoires-là de compétition mondiale? C'est l'Asie qui ont été des précurseurs, beaucoup la Corée du Sud et la Chine au début des années 2000. Mais ici, je dirais c'est plus au tournant des années 2010-2015 que ça a commencé à se répandre là, davantage avec justement des jeux comme Overwatch, il y a eu Call of Duty Counter-Strike qui est un gros jeu, puis évidemment aussi les jeux qu'on a importés d'Asie, donc StarCraft et tout ça qui sont OK. J'aimerais qu'on explique un peu, là c'est un exercice qui sera pas facile, mais vous n'êtes pas payé à rien faire, fait que... imaginez-vous, là, que je suis une grand-mère, OK? Et j'ai peu accès, c'est comme mes petits-enfants, je le sais qu'ils jouent, mais comme Overwatch, juste si on prend ce jeu-là. Donc, on comprend que les compétitions, c'est pas n'importe quel jeu. Il y a des jeux plus spécifiques, dont celui-là, qui est encore un jeu qui est utilisé en compétition sportive. Absolument. Parfait. Absolument. C'est quoi Overwatch? En fait, je pense que si je devais l'expliquer à vous, une grand-mère, oui. dans le fond, je ne l'expliquerais pas nécessairement en lien avec Overwatch en tant que tel. Je l'expliquerais plus sur la macro. Qu'est-ce qu'on veut faire comme aux échecs? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre en échec. C'est toujours ça. Fait que si je partais avec un jeu comme Overwatch, qui est un jeu de tir, je dirais, en fait, on a des personnages qu'ils doivent tirer, puis on a des joueurs de l'autre côté, qui sont des vrais humains, qui veulent aussi nous tirer, donc nous éliminer. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est atteindre un objectif. Donc, comment s'y rendre à cet objectif-là? Puis c'est toute la partie, justement, où est-ce qu'on doit s'entraîner, faire des stratégies. Donc, on doit avoir des personnages qui vont être adéquats pour cette carte. Et eux vont aussi savoir quels sont les personnages qui vont être adéquats, qui vont tenter, évidemment, de prendre des compositions pour contrer ce qu'on va faire. Et le but, c'est de se rendre à l'objectif A en ayant, par exemple, atteint des endroits où on a contrôlé le positionnement ou en ayant, par exemple, des gens qu'on a éliminés. Fait que là, on tombe en situation de surnombre, où on est 5 contre 4. Donc, c'est plus comme ça que je l'expliquerais, parce que je l'ai déjà expliqué à ma mère de 83 ans. Fait elle a tout à fait compris que, dans le fond, c'est un peu... je ne veux pas dire que c'est la vraie guerre, là, mais le but, c'est quand même de contrôler des endroits, d'avancer pour aller à un objectif X, tout simplement. Puis ça change selon les cartes, selon l'équipe contre qui on joue. Donc, si on prend le cas d'Overwatch, on est dans un environnement... plutôt militaire, un terrain de guerre, c'est quel type d'environnement? Parce que tu dis, il faut tirer, c'est des vrais... c'est des fusils virtuels, on s'entend, c'est pas des vrais fusils, mais est-ce que ça imite beaucoup la réalité ou pas tant que ça? Non, justement. C'est pour ça que c'est beaucoup c'est pourquoi un jeu qui est choisi. Counter-Strike, j'adore, mais c'est un jeu qui est très axé sur... Il y a d'autres jeux d'ailleurs qui sont mieux que ça, là, mais c'est parce qu'il commence à dater. C'est un jeu qui est axé sur des vrais fusils, des imitations et tout. Alors que là, d'autant plus avec la tuerie de Polytechnique, les écoles veulent s'éloigner absolument de tout ce qui pourrait être représentation d'un vrai fusil. Overwatch est vraiment très fantasy, là, donc il y a des fois des personnages qui en fait ne tirent pas. Là. Ils tirent des cartes de poker. Là. Donc le but, c'est vraiment plus... Oui, c'est vrai qu'il y a des fusils qui ressemblent plus à des fusils, mais essentiellement, c'est des habiletés pour tirer, donc toucher l'adversaire. On est loin d'être des vrais fusils, justement parce qu'on veut s'éloigner de ça. Et c'est pour ça qu'autant au niveau secondaire, donc il y a une ligue au Québec, la LSSE, qui est la ligue au niveau scolaire pour le sport électronique, puis le LCSE, donc au niveau collégial, qui, eux, disent on veut des jeux qui ne représentent pas
de véritables fusils. Puis il y a d'autres jeux d'ailleurs. Rapidement, au lieu d'Overwatch, si je parlais par exemple de League of Legends, qui est connu, qui est probablement le plus connu, ben on est loin d'être des fusils, là. C'est vraiment des habilités qui nous permettent de toucher l'adversaire, c'est ça qu'on veut chercher. Moi, j'ai du respect envers les joueurs de e-sport. Ça, c'est du monde qui ont transformé leur passion en profession. Tu sais, c'est comme... C'est impressionnant, là. Tu sais, ils ont pris la raison pourquoi ils se faisaient intimider au secondaire, puis ils se font du cash avec ça, tu sais. Moi, si je faisais ça, j'ai l'impression que ce serait weird, là, tu sais. On dirait que je me sentirais bizarre que mon métier, ce soit tomber d'un module direct dans la boîte, là. Ça me tenterait pas de rentrer à la job, tu sais. Si je faisais autant de cash que le monde qui font du e-sport en faisant ça, je le ferais, I guess, hein, mais... Tu sais, ça serait weird, là, au conventum de secondaire. « Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis c'est comme, ben... Vous vous rappelez que j'avais comme tombé dans la boîte, là, quand que j'ai comme trébuché sur le top du module, puis là, le monde ferait comme « Ouais, on t'appelle face de boîte depuis. » Ouais, mais c'est rendu ma job, temps plein. Ça a l'air que ça se peut, tu sais, je fais 40 heures semaine, je fais genre 300 000 par année. Fait comme « Ah ouais, OK, good for you. » Avec ça, je suis capable de me payer un condo, tu sais, puis je fais des activités, j'ai des hobbies, tu sais, puis c'est tout ça, mais ça reste que la job en tant que telle, j'haïs ça, là. Puis ça fait mal, c'est plate. Puis le monde fait comme, ben c'est cool, là, tu sais, c'est cool qu'il y ait du monde qui te donne du cash pour ça. Je suis comme, ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, tu sais. Mais bref, tout ça pour dire que ça serait weird si ça arrivait. Mais le e-sport, c'est pas weird, là, tu sais, dans le sens, c'est comme, ils ont du talent, mais ils font du cash, puis tant mieux pour eux autres. Tu sais, mes parents, ils me disaient, tu sais, les jeux vidéo, c'est un cul-de-sac, face de boîte, puis je suis comme, j'aurais aimé ça, moi, être millionnaire, là. Ils ont des regrets à cette heure. Ouais. Comment ça fonctionne au niveau du cégep, l'organisation de la ligue? Dans le cas de ma tante, on a 2 équipes au niveau d'Overwatch. Fait qu'on essaie d'avoir des joueurs qui ont plus l'habitude. Puis les joueurs qui, par exemple, disent « Moi, je suis habitué aux jeux de première personne, de tir à la première personne. » Ou des jeux de baston si on en avait. Donc, parfait. Fait que vous voulez apprendre Overwatch, vous êtes des débutants, vous commencez, on va vous mettre dans l'équipe 2. 2, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est moins bonne. C'est une équipe qui est en développement, qui doit apprendre plus de mécaniques de jeu de base. Puis on va avoir une équipe 1, où est-ce qu'elle, c'est des gens qui savent déjà jouer, il n'y a pas de problème, puis ils vont s'améliorer. Et d'ailleurs, cette même équipe-là, autant la 1 que la 2, j'ai pu voir l'équipe 2 donner des problèmes à l'équipe 1 durant des matchs. Oui. Donc, c'est faux de dire que la différence fait que dans l'équipe 1, il peut y avoir un joueur qui est dans le top 10 puis il pourrait en avoir un autre qui est dans le top 30 Puis de toute façon, pour dire qu'on est rendu vraiment très loin, parce que nous, on est quand même... c'est compétitif, mais on n'est pas non plus des ultra-professionnels. 10 si vous prenez la population, exemple juste des États-Unis, ce serait quand même 30 millions de personnes qui seraient payées, disons, pour en vivre, pour jouer, ce qui est comme trop, là. Ouais. Il faut vraiment être beaucoup plus haut pour dire qu'on va faire partie d'une équipe professionnelle qui va être payée. Mais tout de même, dans les cégeps, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans les écoles secondaires également, on prend les gens. Puis de toute façon, ultimement, le but d'une école, d'un établissement, je veux dire, tous les établissements qui veulent apprendre les choses aux jeunes. Moi, quand j'ai invité mon jeune à aller jouer au soccer les premières fois, c'était pas pour apprendre vraiment à pousser un ballon. C'est toutes les choses qui sont autour. Donc, c'est-à-dire? ben, par exemple, comment tu vas faire pour quand tu veux parler avec les joueurs qui sont autour de toi, qui n'ont peut-être pas le même niveau? Est-ce que tu vas lui crier après? Non, il faut gérer ça. Tous ces aspects-là, c'est vraiment ce que le cégep veut faire. Moi, si je parle pour le cégep de Matane, vu qu'on était les premiers, au départ, c'était une surprise d'ailleurs que des joueurs comme Cédric viennent d'ailleurs pour venir nous voir. Nous, ce qu'on voulait, là, c'était un peu encadrer les jeunes qui jouaient beaucoup au jeu. Okay. On voulait leur dire, bon, on ne peut pas ignorer, ça existe, ça sera toujours là. Fait qu'on veut que les jeunes aient des ateliers sur l'ergonomie, donc pour qu'ils soient bien assis, qu'ils fassent attention, qu'ils dorment bien, qu'ils mangent bien. Et on les obligeait à faire du sport 2 à 3 heures par semaine minimum. Donc, toujours ça a fait que ce que j'ai voulu mettre en place avec mon fils quand je l'ai inscrit dans un sport ou avec ma fille, pareil pour le football, ce que je voulais qu'elle apprenne, c'était pas de se faire rentrer dedans. Je voulais qu'elle apprenne, c'est toutes les stratégies, là, c'est pas de se faire plaquer. Donc, tout ça dans le e-sport, je le vois de la même manière, c'est-à-dire que on veut que les jeunes s'améliorent au niveau micro, que le joueur soit meilleur avec son personnage ou ses personnages, mais on veut beaucoup plus que ça dans un établissement d'enseignement. Puis je pense que c'est le but des établissements d'enseignement, d'ailleurs. Et en plus, c'est le fun, on est rendu qu'on a du recrutement avec ça, puis c'est un peu comme imprévu. Bien justement,
Il y a combien de cégep qui offrent cette espèce de ligue de gaming-là au Québec? Ce qui est le plus drôle, c'est que, étant donné que j'étais le premier cégep, au début, on était seuls. Fait que c'était juste nous contre nous. Après ça, j'ai aidé à mettre 10 à 12 établissements en place, puis après ça, je suis parti. Ce qui est drôle, c'est que je suis parti de cette ligue-là qui, au départ, n'existait pas. Et maintenant, ça s'est professionnalisé. On voit qu'il y a des gens, il y a des commissaires de ligue, il y a des arbitres et tout et tout. Puis, j'ai perdu le fil moi-même, même si j'ai créé ça au départ. Il y a plus de 30 cégeps faciles juste pour League of Legends. Overwatch, il y en a un peu moins. Mais il y a d'autres jeux aussi, des jeux de baston, comme on parlait tout à l'heure avec Smash Bros. Il y en a vraiment beaucoup. Fait que je pense, sans me tromper, qu'on doit être à plus de 90% facile des cégeps qui ont ça en place, puis les écoles secondaires moins. Puis il y a une association commune? Oui. Ça s'appelle comment? La Ligue collégiale de sport électronique et la Ligue scolaire ou secondaire, dépendamment comment on veut l'appeler, de sport électronique. OK. Est-ce que c'est... parce que là, on a parlé de League of Legends, puis Overwatch, puis aussi Smash Brawl, mais est-ce qu'il y a un jeu en ce moment là, qui est vraiment le jeu par excellence dont tout le monde parle? Ben, il y en a plusieurs parce que ça sollicite des talents différents. OK. Ceci étant dit, je pense que League of Legends est en effet un incontournable. Et c'est probablement lui qui a les plus gros prix en argent. Tu sais, des fois, c'est un peu ce qui va faire rêver les jeunes aussi. On est tous d'accord sur une infime minorité. Je pense que c'est comme jouer au hockey, commencer le Pee-Wee en se disant je vais faire la Ligue nationale, comme peut-être qu'un dans toute la Ligue va le faire, mais peut-être, tu sais. Il faut être conscient de ça. Mais je pense que ouais, League of Legends a probablement les plus gros prix. Les jeux de combat, c'est intéressant. Mais tu vois, c'est l'autre extrême. Ils ont moins de prix en argent, il y a un moins gros engouement. Puis les jeux de sport, comme le football ou le soccer électronique, puis les jeux de course, est-ce qu'il y en a un qui sort du lot ou... J'ai vu FIFA, NHL, ces jeux-là qui sont des véritables sports conventionnels, où il y a des joueurs qui vont s'affronter. On l'a vu d'ailleurs, c'est niaiseux, là, mais l'Impact, maintenant qui s'appelle CF Montréal, a une personne ou deux peut-être, là, mais ils ont un joueur qui représente l'Impact de Montréal, mais version soccer. Ah oui? Oui, les équipes sportives ont leurs propres joueurs de sport électronique. Je pense que le Canadien aussi l'a fait à NHL. Si je me trompe pas, faudrait que je vérifie l'information, mais il y a des équipes de sport professionnelles comme ça qui, en effet, commanditent et appuient des joueurs. Là. Puis c'est quoi le prix en argent le plus gros, ou en tout cas, ça ressemble à quoi un montant qu'on peut gagner? Tout jeu confondu? Ou... Ouais. Je sais que Dota, qui est un peu un concurrent de League of Legends, eux, ils peuvent donner jusqu'à 1 million de dollars en argent lors de la victoire. 1 million de dollars? Ouais. Mais d'autres jeux, comme mettons Counter-Strike, où il y a un tournoi par semaine quasiment, c'est 300 000 dollars de cash prize pour la structure gagnante. Puis, comme j'ai dit, il y a énormément de tournois. Donc, en un mois, tu peux faire facilement plus d'1 million si tu gagnes tous les tournois. Quand tu as fait ton premier million... J'étais au deuxième, mais... Non, mais je veux savoir... Parce que là, tu me disais tantôt que tu as l'intention potentiellement d'aller en géo, à l'UQAR. C'est quelque chose aussi qui t'intéresse. Donc, tu as une vie en dehors de ça. Mais est-ce que tu y rêves quand même à des prix, à pousser la compétition? Ou... Oui, en fait, je pense que si je m'étais mis complètement, j'aurais adoré devenir pro. Il y a des jeux comme, mettons, Rocket League, où que la moyenne d'âge des joueurs pros, c'est 20 ans. Okay. J'ai 20 ans actuellement et je suis un peu vers la fin de ma carrière. Ah ouais. Mais plus jeune, j'aurais peut-être aimé ça, oui. OK. Fait que dans le fond, t'es comme rendu un vieux de la vieille, un vétéran. Mais c'est pas impossible. Ouais, OK. Disons, si je consacrais ma vie à ça, je pourrais. Ouais. J'aime trop la géo pour pas faire ça. Ah, c'est beau, c'est très bien. On va en prendre, on a besoin. Fait que, est-ce que vous en connaissez, vous, ici au Québec, qui ont gagné des prix, des montants intéressants? Justement, on parlait de millions, c'est arrivé? Oui, il y en a. Ben, le streamer le plus populaire, ou en tout cas un des plus populaires, c'est XQC, qui était, avant de devenir streamer sur Twitch, maintenant il fait plus de compétition, mais qui était un joueur compétitif en sport électronique. Donc lui, il est multimillionnaire, mais c'est aussi beaucoup par le stream qu'il a fait par après. Et ben, c'est aussi la clé pour beaucoup de streamers maintenant, en fait, qui vont passer par le stream, par Twitch ou les autres plateformes, mais surtout Twitch, pour faire de l'argent, parce que les jeunes qui aspirent à accéder à ça, ben là, ils ont accès tout le temps à voir ces joueurs de haut niveau qui jouent
puis qui partagent des stratégies, puis qui partagent leurs réflexions, leurs pratiques. Donc, c'est sûr que moi, si j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, je rêve de devenir un grand joueur de Overwatch, de peu importe. C'est sûr que je vais aller voir les meilleurs au monde se pratiquer 12 heures par jour devant public, tu sais, puis qu'on peut leur poser des questions, puis leur demander des conseils, puis leur raisonnement. Est-ce que tu en regardes De l'e-sport, oui. des streamers puis des gens qui. Je regarde pas trop des streamers, je regarde Ok. beaucoup de compétitions e-sport. Ok. On peut dire que je suis passionné de ça. Honnêtement, je suis des structures. Comme mettons, vous, le Canadien de Montréal, c'est une équipe que les gens suivent leur match assidûment. Moi, Ouais. je suis une structure qui s'appelle Gentlemate, mais c'est pas important. Non, c'est important. Comment tu appelais ça? Gentlemate, c'est une structure française OK. qui a été basée, qui a été créée par des influenceurs, Squeezie, je sais pas Ouais. si vous connaissez. Bon, il a créé cette structure-là avec 2 autres personnes et moi je suis l'équipe, ils sont sur plusieurs jeux, comme mettons Call of Duty, Valorant. Moi je suis tous leurs matchs. OK. C'est ça que je regarde sur Twitch. Là, tu viens de me parler exactement de ce que j'essayais d'expliquer. Là. Écouter un match de Valorant ou whatever, mais par Squeezie, qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? T'sais, là, juste expliquer là, ce qu'on voit, nous, à l'écran, là, c'est littéralement, mettons qu'on est en ce qu'on appelle first person view. La personne, c'est comme si elle avait l'arme dans les mains, puis on voit vraiment qu'est-ce qu'elle elle voit. Puis à côté, il y a toutes sortes de commentaires. Qu'est-ce qu'il y a de le fun là-dedans? C'est bizarre, non? Ben, moi, justement, c'est l'excellence que j'aime. Ok. J'aime voir le meilleur niveau qu'un jeu peut offrir. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme regarder le match des Canadiens. C'est le meilleur niveau qu'on peut voir pour le hockey. Quand on saisit les codes, ça se comprend bien, mais je pense que c'est peut-être l'obstacle encore pour que le sport électronique fasse vraiment le pas vers le grand public. C'est que tout le monde comprend, même si c'est un expert, comprend en gros les règles du soccer, du hockey, du football, jusqu'à une certaine limite. Mais contre dans le sport électronique, si on est complètement un non-initié, tu sais, Overwatch, ça peut aller très vite parce que la réalisation va aussi passer entre... Oui, on voit le point de vue à première personne, mais on voit le point de vue à première personne de 5 joueurs dans l'équipe. Tu sais, ça change très rapidement. Ouais. Pour quelqu'un, plus le point de vue d'en haut, on va peut-être voir l'autre équipe aussi. Pour quelqu'un qui connaît pas les règles, c'est sûr que c'est dur à suivre. Ça demande un temps d'adaptation. Il faut apprendre à maîtriser ces codes-là. Je comprends. Je pense que ça va se démocratiser de plus en plus aussi parce que les gens jouent de plus en plus. Tu sais, avant, les jeux vidéo, c'était un truc pour les enfants et les ados. Maintenant, des adultes qui jouent à des jeux vidéo, puis des parents, puis des grands-parents, c'est plus si rare. Ça va l'être de moins en moins. Fait que je pense que les gens vont de plus en plus avoir les codes de ces jeux-là et comprendre le sport électronique, ça va être plus facile. Mais il y en a qui sont plus faciles d'approche aussi. T'sais. C'est sûr qu'on regarde un jeu de combat, on comprend que lui, sa barre de vie est vide, l'autre, elle l'est pas, on comprend qui a gagné. League of Legends, c'est très, très fourni visuellement. C'est sûr que si tu n'as jamais joué à League of Legends, ça va prendre plus de temps avant de comprendre ce qui se passe à l'écran. Mais je pense que c'est l'obstacle en ce moment. Moi, ma mère, je vous le répète, elle a 83 ans. Quand j'étais plus jeune, elle m'a vu jouer au football. 12 personnes qui se rentrent dans 12 personnes, elle comprenait pas trop. Je lui ai expliqué. Puis une fois que je lui ai expliqué, elle a fini par apprécier le jeu. Ouais. Je vous dis pas qu'elle comprenait tout. De toute façon, elle n'avait pas 12 heures ou 4 heures par soir pour regarder justement des streams de gens qui jouent qui sont excellents. Ouais. Mais ultimement, si on parle du e-sport, parce que je pense qu'il y a une similitude, c'est pour ça qu'ils appellent ça e-sport, là, même si le sport, le mot dérange des fois, là. Mais je veux dire, ultimement, c'est la même chose. Une fois que les codes s'installent, que les gens commencent à le comprendre, présentement, moi, j'ai joué dans le temps à GoldenEye en 1998, puis j'ai gagné des petites compétitions, mais c'est pas comme aujourd'hui. C'était pas diffusé, il y avait rien. J'avais des petits cash prizes de quelques centaines de dollars. J'étais très content à ce moment-là, à mon âge. C'était difficile de savoir comment m'améliorer puis quelles sont les meilleures choses à faire parce que j'avais pas vraiment de possibilité de regarder d'autres joueurs qui étaient meilleurs que moi. Il y a beaucoup de développement qui s'est fait et qui continue à se faire. Je pense que c'est pour le mieux. Je pense entre autres aux filles, aux femmes qui jouent aux jeux vidéo. Il y a de plus en plus de gamers. Étonnamment, j'ai cru comprendre qu'il y avait encore de la polémique puis qu'il y avait quand même un certain manque de respect des fois envers les joueuses. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Est-ce qu'il y a des filles dans l'équipe de gaming de Matane ou... Oui, présentement, il y en a une. Ben, il y a le développement de ligues féminines professionnelles. Si on mettons sur Valorant, il y a la ligue Game Changer, où que c'est pas seulement féminine, c'est aussi de minorités, comme mettons trans, non-binaires, qui jouent dans la ligue Game Changer. C'est pro. Il y a des structures comme, tout à l'heure j'ai dit Gentleman. Gentleman n'en font pas partie. La Carmen Cup, qui est une autre structure française, où eux, ils ont une équipe Valorant Game Changer. Ils ont 5 joueuses qui jouent au meilleur niveau.
C'est le Valorant, disons, c'est le pilier du développement de la ligue féminine, mais il y a aussi Counter-Strike, il y a certaines ligues féminines. C'est moins développé, mais ils ont quand même un début. Ben, Stéphanie Harvey à Counter-Strike, qui est quand même connue au Québec, qui a été championne du monde justement dans les ligues féminines de Counter-Strike. Et encore aujourd'hui, elle travaille dans les sports. J'ai travaillé avec un petit peu justement quand je travaillais sur une émission de télé jeux vidéo. On a travaillé ensemble un peu. Et puis, c'est ça, elle travaille encore aujourd'hui à développer des équipes féminines et tout ça. Parce que oui, autant de joueuses que de joueurs à peu près qu'on fait les sondages qui jouaient des jeux vidéo. Par contre, au compétitif, c'est vrai qu'il y a moins de filles qui vont participer aux jeux vidéo compétitifs pour une foule de raisons, autant sociales que... donc, il y a une foule de raisons, mais justement, ces ligues féminines-là visent à attirer de plus en plus de filles pour qu'éventuellement, il y ait un bassin féminin suffisant pour qu'il puisse avoir des affrontements mixtes. Pour le moment, je pense qu'il y a encore des efforts à faire peut-être pour donner de la place aux femmes et aux personnes, justement, là, de la diversité de genre, pour qu'il y ait vraiment ce bassin de joueurs et de joueuses-là pour que tout le monde puisse jouer ensemble. Écoutez, je suis content qu'on n'ait pas eu à jouer une game pour ne pas me faire battre plat de couture. Même à Atari Ping Pong, je pense que vous me batteriez. Fait que merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. C'était super intéressant. Merci. Merci. Andy, tu produis des capsules, des émissions, appelons ça comme ça, Ouais. sur une chaîne spécialisée qui travaille beaucoup le jeu vidéo. Est-ce que tu es une gameuse toi-même? Oui, vraiment. En fait, à mes temps perdus. C'est vraiment pour le plaisir. Je suis sur une plateforme qui s'appelle Twitch, mais pour la musique en particulier. Pour les jeux vidéo, c'est vraiment plus pour mon plaisir personnel. Mais à quel jeu tu joues, toi? À Pikachu? À Pokémon? Oui, je joue Oui. à des jeux de plateforme, les vieux jeux. Je suis bien Comme quoi? Mario Bros. Si je joue à Mario Odyssey. Arrête! Oui. Comme quand on était petit! Là, comme on est dans une section différente du jeu vidéo, dans le sport, et que c'est des compétitions, et qu'il y a des médailles, et que on appelle ça le sport, je me suis dit, je devrais faire hommage et trouver, avec l'intelligence artificielle, une hymne nationale pour les gens qui font du e-sport. La belle idée! Bravo! Alors, j'ai demandé, vu que c'est pixelisé, c'est tout sur Internet, qui de mieux que l'intelligence artificielle pour m'écrire l'hymne? Alors, j'ai demandé de prendre le Haut-Canada et de réécrire le Haut-Canada Oui! Ouais. pour e-sport. OK. Alors, ça donne ce que ça donne. Alors, voici pour tous les patriotiques de cette terre qui vont m'haïr après. Oh, e-sport, terre de pixels et d'action, ton monde virtuel nous guide à l'unisson. Avec nos claviers, nos écrans, nos héros, nos teams brillent vaillamment. Des tournois partout sur la terre, nous jouons pour la victoire. Puis là, comme au Centre Bell, il faut que la deuxième partie soit en anglais. Ben oui. Fait que là, on le fait pour tout le monde. choix. Là. In the arena we rise, our spirit ignite. For the love of the game we'll fight day and night. Oh, e-sport will fight day and night. Désolée pour toutes vos oreilles. J'ai très hâte de t'entendre au Canadien de Montréal. Avis aux intéressés. Sur Internet seulement. Exact. Au Centre Bell en ligne. Oui!